Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités, eh bien devenirtriathlète.com/club, c'est là où tu trouveras toutes les informations. Allez, on arrête de parler, on se lance dans la 3e saison du podcast Devenir triathlète. C'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et aujourd'hui, nous recevons Sacha. Salut Sacha. Bonjour à tous. Bonjour Olivier, bonjour Armando. Sacha, on a une tradition dans le podcast. Depuis le temps, nos auditeurs le savent. On tend le micro à notre invité pour qu'il se présente. En général, il le fait bien mieux que nous ne pourrions le faire. Donc, dis-nous tout. Qui est Sacha Rosenthal? Alors bonjour, moi Sacha Rosenthal, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis d'abord un entrepreneur puisque j'ai créé une entreprise d'informatique qui s'appelle Xefi il y a 26 ans. J'ai démarré assez jeune, entreprise qui a bien grandi, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. On est 1800 collaborateurs maintenant dans cette entreprise. Elle s'est développée au niveau national et Belgique et Suisse dans les services informatiques. Et à côté de ça, je suis un passionné de sport depuis toujours. D'abord rugbyman quand j'avais toute mon enfance, mais en parallèle course à pied, beaucoup de courses à pied sur route, du 5000, du 10 000 pendant des années. Et puis quand je parle de sport, moi j'aime bien me mettre des dossards, ça fait partie de ma culture. Et puis je suis tellement passionné de sport que j'ai mis du sport dans toute mon entreprise. Voilà, le sport partout. Je dis souvent le sport c'est la vie. Et voilà. Et puis donc j'ai fait un chemin tout au long de ma vie avec le sport. Et puis j'ai découvert aussi le triathlon, on est là aussi pour en parler. Et à 35 ans, on m'a parlé de l'Ironman, je savais pas du tout ce que c'était que ce truc, et j'ai trouvé ça fou. Et c'est maintenant un sport que j'adore. Voilà, j'ai appris à nager à 35 ans, appris à faire du vélo à 35 ans. Donc voilà, donc ma vie c'est l'entrepreneuriat qui est ma première passion quand même. Je coach par exemple des entrepreneurs toutes les semaines. J'ai été président du réseau Entreprendre. Donc ça c'est ma vie, c'est l'entrepreneuriat. Et ma deuxième vie c'est le sport. Super. Et je crois comprendre que tu es un homme de challenge. C'est pour ça que le jour où on t'a parlé d'Ironman, tu t'es dit ça a l'air pas mal et puis je vais y aller, c'est ça, non? Exactement. Moi j'aime bien mettre un dossard parce que je dis toujours faut aller se challenger. Tu t'entraînes, c'est bien, mais c'est le dossard qui est intéressant. Je vis comme ça l'entreprise aussi. L'entreprise pour moi c'est de la compétition. Et donc en effet on m'a parlé d'un Ironman. Alors pour être clair, même si j'adore le sport, j'ai arrêté quelques années, pas beaucoup mais quelques années, parce que quand j'ai démarré ma boîte, je partais de zéro et donc j'ai bossé, mais vraiment comme un fou. Je bossais 7 jours sur 7. Heureusement que j'étais endurant et je sortais d'années de sport où je m'entraînais 12 fois par semaine. Et du coup, quand j'ai repris la course à pied, je me trouvais pas très bon et je cherchais quelque chose de plus ludique. Et donc j'ai un coach qui m'a parlé de triathlon. J'ai essayé de faire un triathlon court distance, je savais pas nager. Donc pour la petite histoire, j'ai un record personnel absolu que personne ne peut battre. J'ai mis 53 minutes aux 1500 mètres sur le triathlon de Bourg-en-Bresse. Donc je crois que c'est un beau record. Et il faut que j'apprenne à nager. Et j'ai pris un coach et qui m'a dit, avec le club de Villeurbanne auquel j'étais pas loin, on fait un Ironman dans 9 mois. Je lui dis c'est quoi ce truc, et il m'explique ce que c'est. Je dis non mais c'est la folie ce truc. Et il m'explique, il me fait rêver. Je signe. Il dit je lui dis tu crois que je peux le faire? Et il m'a dit oui. Je dis c'est un challenge de fou. Je dis ouais je signe ça j'ai envie de faire ça. C'était le mot juste. Il t'a dit challenge, t'as dit ok c'est bon, oui. Je signe. T'as même pas entendu la fin de la phrase quoi. Exact, mais c'est exactement ça. Tu sais au niveau de ton record personnel sur la natation, il y en a peut-être un qui est pas très loin de toi, c'est Jalabert. Je me dis que Jalabert quand même son premier Hawaï, il est agacé parce qu'il sort dernier de l'eau et après il fait que le deuxième temps vélo. Donc tu vois, c'était peut-être un signe, non? C'était peut-être, je sais pas, c'était peut-être un signe. Bon après j'ai pas son niveau en vélo, mais bon après je me suis amélioré un peu. Je resterai un mauvais nageur, mais en tout cas c'était peut-être un signe. Donc je comprends que t'as commencé à apprendre à nager au sens sportif du terme, une fois passé la trentaine, c'est ça? Oui, 35 ans. C'est un sujet qu'on aborde souvent sur le podcast. Alors, on a eu des invités qui ont commencé à nager très jeunes, 2-3 ans, ils étaient jetés dans le grand bain, entre guillemets, au sens propre comme au sens figuré. Et puis, ils ont appris à nager. Et puis, un jour, ils ont découvert le triathlon et puis ils se sont exprimés, ils ont explosé, notamment parce qu'ils avaient la base en natation. On en a d'autres qui ont commencé à nager à 15-16 ans et puis, malgré tout, qui sont aussi de très, 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 très bons sportifs et de très, très bons triathlètes. Toi, t'as été encore au-delà, quoi. La trentaine, tu nous as dit que
tu seras jamais véritablement un bon nageur. On va revenir un petit peu là-dessus, mais j'aimerais quand même bien revenir sur ton histoire de sportif. Tu nous as dit que tu as commencé avec notamment du rugby. On a eu aussi plusieurs sportives et sportifs qui venaient des sports co, et notamment des sports co relativement explosifs. Alors explosif pas au sens choc comme dans le rugby ou dans le football américain, mais explosif dans le sens intensité de l'effort. Est-ce que tu penses que toi, après, ça t'a particulièrement aidé pour devenir un bon triathlète et un triathlète d'endurance en particulier? Alors, endurance, je sais pas, mais bon triathlète, oui. C'est curieux. On essaye toujours de faire des analogies. J'ai fait cette analogie entre le rugby et la sensation sur les Ironman particulièrement, mais même les half, les courses et autre chose. La sensation du combat, de la détermination. J'ai fait 5 fois l'Ironman d'Embrun. C'est difficile l'Ironman d'Embrun pour un amateur. La sensation que j'avais au départ d'un Ironman d'Embrun est la même qu'au départ d'un match de rugby. Alors bon, il se trouve que en rugby j'étais ailier, donc je suis un coureur naturel, et à côté de ça, à côté du rugby, j'ai toujours fait beaucoup de courses à pied. Tu veux dire ça par rapport à la bagarre dans l'eau? Non, c'est un autre sujet. Voilà, non. Mais par rapport au combat de la journée, par rapport à la détermination, c'est un sport difficile, le rugby. C'est un sport de concentration, de détermination, de combat. J'adore évidemment. Il m'a certainement formaté ce sport. Mais le parallèle que j'ai fait, c'est en tout cas sur les sensations que j'avais, c'est celle-là. C'est qu'on part au combat. Et c'est vrai, quand on fait un Ironman, on part au combat, quoi. Ou même un half, quand même. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand on a fait beaucoup d'Ironman, on a tendance à relativiser le half, alors que c'est quand même difficile. Mais voilà, le parallèle que je fais, c'est le combat. Voilà, c'est vraiment ça. Et le fait d'être prêt, parce que on ne joue pas au rugby si on n'est pas prêt. Ça dépend du niveau évidemment, mais faire un match de rugby non préparé, c'est se blesser à tous les coups. Ça marche pas, quoi. Ça peut pas marcher. Il faut se préparer parce que c'est un combat. Je vais te faire une confidence. Moi, je viens d'arriver dans la région Occitanie. Ça fait quelques mois que j'y suis. Avant, j'étais au nord, en Normandie et au Luxembourg. Et mon entraîneur est venu quelques jours là chez moi pendant la semaine. Et j'ai regardé pour la première fois de ma vie un match de rugby en entier. Alors, non seulement je suis en Occitanie, donc je crois que j'ai pas trop le choix. Va falloir que je m'y mette. Mais en plus, à presque 43 ans, regarder un match de rugby, et je dois avouer que je suis tombé amoureux de ce sport. Donc, j'imagine l'adrénaline, l'intensité, le combat, la détermination que tu dois ressentir quand t'es sur la pelouse et quand c'est toi qui vas jouer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et finalement, le parallèle, pour moi, il était total. En tout cas, je le vis comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait passer justement du rugby au triathlon? Alors, déjà, c'est quand j'étais jeune, moi, j'ai une histoire personnelle difficile. Je parle au niveau familial, donc j'ai travaillé très très jeune et il était impossible de tenir du rugby et d'en faire à bon niveau et de travailler. Je travaillais à l'âge de 17 ans, 18 ans. Donc il était impossible de faire les deux parce que au rugby on se blesse, parce que mon équipe en plus était loin. J'ai trouvé du boulot à 70 km. Donc tout ça a fait que c'est plus difficile de faire du rugby si on n'est pas totalement engagé dans une équipe avec une continuité. Moi personnellement, je suis fait pour la course à pied, c'est-à-dire chacun est fait pour un sport. Tu le disais tout à l'heure. Alors ça peut se formater jeune, mais on peut aussi être fait pour ça. Ça, je pense que tout le monde le sait à peu près. Moi, j'ai une biomécanique qui fait que je pense être fait pour la course à pied. Quand j'étais jeune dans les collèges, vous savez, quand on fait faire des tours de piste, je faisais 2 tours de piste que le suivant. Donc je le sais. Quand j'étais gamin, je faisais moins de 31 minutes aux 10 km, mais et sans club. Donc je suis coureur. Voilà, on va dire je suis pas du haut niveau, mais je suis un coureur, quoi, naturel. Le rugby d'ailleurs, le rugby m'a fait découvrir la course à pied. C'est même l'inverse, parce que comme j'étais ailier, qu'on me trouvait que je courais plus vite, plus longtemps, endurant. Donc et c'est comme ça que j'ai basculé quand j'ai dû arrêter. Quand j'ai bossé. Et quand tu dis j'ai une biomécanique de coureur, ça veut dire c'est quoi une biomécanique de coureur? Ça veut dire que par exemple à l'âge de 35 ans, quand j'ai arrêté quelques années de courir, je vois bien qu'à 15 km/h, je vais pas trop forcer. Naturellement, le geste, il va être naturel. Je sais que par exemple, dans les clubs de triathlon, on vous dit il faut l'économiser la foulée. On parle beaucoup de ça. Moi, j'ai la foulée naturelle. Je vous donne un exemple. Quand je fais l'Ironman d'Embrun pour la première fois, c'est mon 2e triathlon. Je suis pas surentraîné parce que j'ai un job assez important, etc. Mais je mets 3h32 sur le marathon. Je trouve pas ça bien, moi. Mais je souffre pas. À 12 km/h, j'ai aucune sorte de souffrance. 3h32 en Embrun après 180 bornes de vélo qui sont quand même assez bien difficiles, c'est quand même pas mal. J'ai mis Embrun, j'ai toujours mis de 3h16 à 3h37 le pire. Voilà, en marathon. Parce que c'est des vitesses c'est des vitesses très très naturelles. Le vélo, la course, la natation, c'est pas naturel. Faut que je m'entraîne comme un fou. Je ne suis pas triathlète. Mais quand je vais poser le vélo,
entraîné, pas entraîné, j'aurai un minimum de base qui fait que c'est des vitesses où je peux pas, voilà. C'est ça que j'appelle la biomécanique. C'est même pas respiratoire ou capacité physique. C'est vraiment, le corps est fait pour ça, il avance bien à des bases, voilà, tout simplement. Je sais pas si je suis clair. Et ça, d'après toi, est-ce que c'est lié à une pratique de la course à pied dès ton plus jeune âge, parce que quand t'étais gamin, t'as évolué là-dedans, ou bien est-ce que tu penses que je suis né avec et c'est comme ça? Je pense moi, je pense que c'est, on est né avec et on s'entraîne. C'est les deux. C'est-à-dire que si on le découvre jamais et qu'on ne s'entraîne pas, ça se développe pas. Mais je pense qu'on est avec quand même. Vraiment, j'arrive à le penser. Parce que jeune, dans les collèges, j'ai pas été en club d'athlé, je m'entraînais pas régulièrement, ou en tout cas pas scientifiquement, certainement pas. Enfin, on s'entend quand je dis scientifiquement. Et j'étais déjà plus fort que tout le monde. Après, c'est même l'inverse. J'en ai rien fait finalement. C'est même l'inverse. Moi, ça me plaît ce que tu dis, parce que j'ai commencé très tôt dans les années 95 et c'était encore l'âge d'or, entre guillemets, des triathlètes qui ont une spécificité. Il y avait des très bons nageurs, il y avait des très bons rouleurs, il y avait des très bons coureurs, mais en fait, personne n'était véritablement bon dans tout. Je trouve que depuis une dizaine d'années, ça a switché. Maintenant, un bon triathlète, il est bon partout. Ouais. À l'époque, à mon époque en tout cas, on était bon dans un sport et on essayait d'avoir une certaine stratégie, d'être dans la gestion de l'effort. Et donc, ça me plaît quand tu dis, moi, la natation, le vélo, c'est pas trop mon truc. Malgré tout, quand je pose le vélo et que je pars sur la course à pied, on sent que, voilà, ça y est, c'est là que pour toi, le triathlon, c'est là que pour toi, la course commence. Un triathlète à l'ancienne, entre guillemets. Est-ce que tu cours en cinglet et en maillot de bain ou t'as adopté la trifonction? Alors j'ai adopté la trifonction non coupée au milieu, ça me plaît pas. Moi j'ai besoin d'un short. J'aime pas cette trifonction. D'ailleurs j'ai toujours haut et bas. Hein. Je sais pas, j'aime pas ça. Je sais pas, je suis pas libre pour courir. La course c'est le plus important. Tu as raison dans ce que tu dis, c'est énorme parce que le triathlète à l'ancienne, quoi, ça confirme. Moi je pose mon vélo, ça y est, mon triathlon commence. Je comprends bien. Hein, et tu vois, d'une certaine manière, j'ai un peu l'impression d'avoir la même chose pour le vélo, tu vois. Pour moi, le problème c'est que du coup ma course elle est au milieu, mais j'ai l'avant et l'après, donc je sais pas ce qui est mieux, tu vois, au final, mais effectivement j'ai l'impression d'avoir une affinité en tout cas avec le vélo, peut-être que parce que je fais du vélo depuis toujours, peut-être que c'est aussi une question de biomécanique et que je sais pas, physiologiquement ou voilà, ou en tout cas au niveau de mes proportions, voilà. Et j'ai l'impression effectivement d'avoir un petit peu cette aisance et je me sens effectivement bien dans mon élément sur le vélo. Là où effectivement toi tu dis moi c'est dès que je commence à courir, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a une question de mécanique, de travail, de mental, mais la biomécanique compte. Elle compte, pour moi en tout cas, à mon regard, elle compte fondamentalement. Parce que une biomécanique c'est une chose. Après il y a aussi la manière dont est-ce que la corpulence, tu vois, par exemple, la taille, le poids, et c'est des choses quand même qui rentrent beaucoup en compte, évidemment. À ce niveau-là, toi, tu penses que tu as été tu as été favorisé de par justement ta corpulence? Oui, certainement. Mais après, toujours pareil. Oui, mais je l'ai entretenu. Oui, mais j'ai jamais pris de poids tout court dans ma vie. Donc je l'ai entretenu. Même quand j'ai arrêté un peu le sport, j'ai arrêté quelques années. J'aurais pas aimé. Je me suis régulé au niveau diététique sans excès. Hein. Je suis pas quelqu'un d'excessif dans ma diététique, mais ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. C'est-à-dire que je ne ferai jamais de diététique vissée. J'ai un job où on va au restaurant, je vais au restaurant. Je fais pas ça. Un mois avant un Ironman, je vais faire attention plus, mais je vais pas faire. Voilà. À l'inverse. Oui, j'aime pas me. De toute façon, ça va avec l'esprit du sport. Hein. Depuis tout petit, le sport est une discipline pour moi. Se sentir fort, se sentir bien dans son corps, tout est lié. Hein. C'est pas juste mettre des dossards, c'est aussi ça. Donc ça va avec. Faire attention parce que quand ça dérape, moi je vais vous dire, je me surveille pas mon poids tous les jours, mais je fais entre 67 quand j'étais plus jeune et 70. Je fais toujours entre 67 et 70. Jamais plus, jamais moins. J'ai jamais, ni plus ni moins. Mais et ma variation, je viens de vous la donner, c'est la variation de ma vie totale. Donc voilà. Bon, donc c'est parce que se sentir bien va avec. Voilà, se sentir. Et j'essaye de le transmettre au sein du groupe. D'ailleurs, on a 30 coachs, hein, on en parlera si vous voulez, mais dans le groupe, on a une trentaine de coachs, 5 salariés temps plein, un nutritionniste, une kiné. Donc on a veillé à ce que j'ai essayé de transmettre ça. Anima sane in corpore sano, comme disaient les anciens. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Excellent. On va revenir là-dessus aussi parce que je pense que c'est super intéressant le sport en entreprise justement, et je pense que ça va en inspirer pas mal, et je crois que c'est effectivement un très beau message. Mais donc pour revenir effectivement sur la physionomie,
toi, t'as plutôt une physionomie d'endurance Ouais. en course à pied. Alors, Tu parlais de mécanique. non, alors ça c'est marrant ce que tu dis. Paradoxalement, non, c'est un paradoxe. D'accord. J'aime ça, l'endurance maintenant, le triathlon, hein, parce que par exemple, on m'a beaucoup proposé de faire des trails, je n'aime pas. L'ultra endurance, ça me plaît pas du tout. Non, il y a un paradoxe. Quand j'étais jeune, j'étais plus fait pour le 5000. J'ai fait moins de 15 minutes au 5000. Donc l'endurance, c'est parce que sur triathlon, il faut reconnaître que le marathon, c'est lent. C'est même pas. Enfin, pour moi, comment dire, on court à 12-13. C'est des vitesses. Enfin, on marche quoi. Enfin, excusez-moi, hein, j'ai pas de parce que je suis mauvais en natte et mauvais en vélo, donc Faut que je me permets. Voilà. mais tu vois ce que je veux dire. Et non, je suis plus fait. À la base, j'étais plus pour le court. Maintenant, j'ai 52 ans, donc voilà. Mais non, à la base, j'étais plus fait pour le court. C'est marrant. Et du coup, pourquoi t'es parti sur le long, juste pour l'aspect challenge? Le challenge, Ironman, il est unique. D'ailleurs, je regrette pas parce que passer la ligne d'arrivée d'un Ironman à chaque fois, c'est fantastique, je trouve. Oui, tu ressens des émotions que t'aurais pas sur un 10 km à pied, même si t'as battu ton record perso, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas les mêmes, t'es plus dans le même état parce que clairement sur ton Ironman, bah t'as le temps de voir le truc venir et de le savourer aussi, hein. Tu sais, c'est en général le marathon, bah c'est souvent plusieurs boucles. Et donc au fil des boucles, tu vois aussi la ligne d'arrivée qui se rapproche petit à petit et t'as une espèce d'émotion qui grandit comme ça en toi avec tes supporters aussi qui sont là qui bah vas-y, plus qu'une boucle, c'est bon, t'y es là, tu vois, et ça monte et donc ouais, en termes de vous avez fait tous les deux des Ironman? Ouais. Beaucoup? Alors moi j'ai fait 3/4, pas en entier, mais par contre Olivier, d'ailleurs son dernier Ironman, j'étais là, donc moi j'étais du côté supporter et donc je confirme, plus les tours passent et plus tu te dis allez, c'est bientôt fini. Mais même en tant que supporter, dire allez, vas-y, bouge là, parce que c'est bientôt terminé. Non, mais c'est même pour les supporters, c'est une émotion énorme. En plus, contrairement à un 10 km, chaque Ironman est une aventure et marque sa mémoire. Je peux pas. Bon, j'ai quelques 10 km quand j'étais jeune qui m'ont marqué. Quand je passe pour la première fois en dessous des 31 minutes, ok, bon, pas de problème. Bah, pour moi, à mon niveau, hein, parce que 31 minutes, on n'est rien. C'est tout le paradoxe. On est plutôt bon, mais on n'est rien. Voilà. Mais individuellement et personnellement, c'est une satisfaction de fou, quoi. Enfin, voilà. Et sur Ironman, par contre, moi j'en ai fait 9. Chacun, je m'en souviens. Comme quoi, ça marque plus. Comme quoi, l'émotion, voilà. C'est très individuel, hein, évidemment, parce que encore une fois, je dis souvent, on n'est pas grand-chose, mais c'est marquant. Et en plus, chaque Ironman est une aventure. Et au final, des fois, on a tendance à banaliser. Il faut pas parce qu'il faut être humble par rapport à ça, hein. Il faut rester. D'ailleurs, si on n'est pas humble, souvent on le finit pas. Il faut beaucoup d'humilité. Mais paradoxalement, oui, c'est dur. C'est vrai que faut arrêter de dire c'est pas si facile que ça. Et du coup, chacun m'a marqué, et notamment un Ironman sur Embrun. Et c'est pour ça que je parle de l'émotion, parce que c'est ça qui m'a. C'est marrant quand je signe avec mon coach en disant je vais le faire. Je me rends pas compte. Ça me paraît extraordinaire, et en fait ouais, on est piqué. Et l'émotion à un Embrun, je me souviens, où j'avais eu une gastro, peu importe, j'arrive pas en super état, et j'en bave en vélo. Et en plus, moi j'ai une particularité, c'est que je n'aime pas le froid en vélo. Alors, à pied ça me dérange pas parce qu'on s'échauffe, mais le froid en vélo, dès qu'il fait froid et qu'il pleut, je suis une catastrophe en vélo. C'est parce que je dois pas être pas assez corpulent pour assumer, j'en sais rien. Et donc et là j'en bave, je pleure sur l'Isoire, je suis déjà en train de pleurer, mais pour de vrai, hein, sur l'Isoire, d'émotion, de dire c'est dur, etc. Mais déjà, je m'interdis d'abandonner parce qu'on n'a pas le droit, parce que c'est abandonner, c'est prétentieux. Voilà ce que je considère. Abandonner, c'est prétentieux. Ça veut dire que nous serions, nous on pense que on va cartonner tout le temps. Bah, comment on peut penser que humble que je suis, enfin, comment dire, pas humble, mais petit triathlète ou petit amateur que je suis, j'espérais être dans les premiers. Non, bah j'abandonne pas, je finirai, et comme je finirai, c'est tout. Je finis, c'est déjà bien, voilà. Et donc j'ai pas le droit d'abandonner, je considère toujours ça. Donc je dis c'est prétentieux d'abandonner. Et donc bref, je pleure et tout. Et là je me reconcentre, je me concentre beaucoup. J'ai dit bah c'est pas grave, tu lâches le vélo, tu lâches complet. J'ai mis, mais c'est une catastrophe en vélo cette année-là. C'est le plus mauvais. J'ai mis 12h52 au total, et j'ai mis plus de 8 heures sur le vélo. Et donc, je pose et je me dis de toute façon, c'est pas grave. J'arrive à Chalvet. Tu passes Chalvet comme tu peux. Tu feras un bon marathon. Concentre-toi. 40 km avant, je mange, je bois et je laisse filer. C'est-à-dire, j'ai aucune notion. Juste pédaler tranquille, balader. Voilà. Et je pose le vélo et je fais 3h16 sur le marathon. Mais pour faire 3h16, chaque minute, chaque seconde était concentrée. Je sais pas, je me suis enfermé et j'ai réussi. Parce
Parce que 3h16 à un niveau amateur, j'avais 45 ans, c'est il y a 7 ans, je peux dire que j'ai réussi mon marathon, vraiment. Je fais dans les 15 premiers au marathon, pour moi, c'est un succès. Enfin, faut pas, voilà. Même si à la fin, ça met 12h50, mais c'est pas grave. Et quand j'arrive, l'émotion est telle qu'on peut plus me parler, je pleure dès qu'on me parle. Je suis vidé, il y a plus rien. Et j'ai jamais eu une émotion pareille. C'est rare. Il y a la naissance de ma fille, évidemment, où ça a été, j'ai des émotions, mais vraiment aussi longue, pendant 40 minutes, on peut pas me parler. Je pleure quand on me parle. Alors si je parle pas, tout va bien. Donc c'est fort quand même. Et c'est ça l'Ironman pour moi. Tu sais pas trop contrôler aussi, hein. Non, moi, c'est pas contrôler. je me souviens effectivement de cette fameuse dernière boucle dont je parlais sur le marathon, sur Ironman. En fait, tu sais, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles, et je savais pas, tu vois, sans raison. Oui, si, il y avait une raison, mais je veux dire, j'arrivais pas à ne plus sourire, tu vois. Donc je souriais et j'avais la banane, alors que bon, j'étais complètement, j'étais au bout, hein, clairement, mais bon, j'avais la banane et effectivement, je savais pas, mon visage était figé, quoi. Ouais, il y a plus aucun contrôle. Tu sais plus contrôler ton corps. Il y a plus aucun. C'est vraiment étonnant et c'est ce qui est chouette. C'est difficile d'avoir des émotions pareilles. Tu parles de chaque course qui est dont tu te rappelles très bien. On avait eu à ce micro Philippe Martin qui à l'époque était à 42 Ironman. Maintenant il doit en être à 45, je pense. Et lui aussi il me disait qu'il se rappelait de chaque course, de chaque ligne d'arrivée qu'il avait passée. Donc est-ce que tu crois que c'est propre à l'Ironman et aux émotions qu'une telle course génère, ou est-ce que ça pourrait être la même chose sur de l'ultra? Moi, je pourrais peut-être vous le dire cet été après avoir fait ma traversée de la France, mais pour l'instant, je sais pas. J'imagine sur l'ultra, j'ai du mal. C'est un sport sur lequel j'ai du mal à me projeter, l'ultra. J'imagine que oui. Franchement, j'imagine que oui, parce que ça a l'air dur. Hein. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect. Je trouve que j'ai le sentiment, mais toujours pareil, on a toujours peur de ce qu'on connaît pas. Et on disait au rugby même, ça c'est un adage du rugby, hein, la peur du coup fait plus mal que le coup. Et donc l'ultra trail, c'est la prépa mentale, ça. C'est l'anticipation de la peur est pire que la peur elle-même. Voilà, c'est ça. Et donc j'imagine quand même que ça doit être la même chose. Voilà, je n'ai pas d'idée, mais j'imagine. Et tu disais tout à l'heure, moi j'aimerais pas faire de l'ultra, ça m'attire pas du tout. Pourquoi? Parce que l'Ironman, on est d'accord, on n'est pas dans de l'ultra, mais enfin bon. On s'y frotte quand même vachement. On n'est pas loin. Il y a deux paramètres qui ne me plaisent pas, qui me font pas envie, parce que je trouve ça extraordinaire évidemment. Le premier, c'est lent. C'est bête, mais j'ai l'impression que c'est lent. Voilà, c'est trop long pour moi. C'est de l'usure, etc. Donc il y a pas de vitesse. Ça manque un peu de vitesse quand même, de côté, voilà. Et du coup, voilà. Et le deuxième, c'est quand même, j'ai peur que ce soit trop dur. Je sais que ça paraît, les gens me disent mais t'as fait 5 fois en brun, etc. Mais j'ai l'impression que c'est plus dur. Tu te verrais pas faire à la Rich Roll, je sais pas si tu connais ce triathlète américain qui a enchaîné 5 Ironman d'affilée. C'est ce qu'il avait appelé le Epic Five. Donc 5 jours d'affilée, il a enchaîné un Ironman chaque jour. Tu te verrais pas faire ça? Non, pas 5 fois en brun sur une semaine? Non, pas du tout. Pour moi, c'est de l'ultra. C'est plus de challenge. Moi, j'aime bien le challenge quand même, chronométré. Mais peut-être que ça revient. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du 10 km. Peut-être que ça revient à ça. J'aime bien le chrono quand même. Et quand on fait de l'ultra, il y a plus de chrono quelque part. Non, il y a la distance, mais il y a plus de chrono effectivement. Éventuellement un classement. Il y a la distance, il y a dépassement de soi. Et juste pour revenir sur les enchaînements d'Ironman, il y a aussi le Iron Cowboy là, le fameux qui a fait 50 Ironman dans 50 États différents des États-Unis en 50 jours. Je pense qu'il a le record, mais bon, il y en a de plus en plus et je sais pas si c'est très sain de vouloir battre ses records à tout prix parce que il y a un moment quand même où le corps a ses limites, mais bon. Ouais. Puis c'est autre chose, c'est un autre. Voilà, j'aime bien ce challenge d'une journée. C'est dur un Ironman, mais franchement, ça suffit. Enfin, à mon regard. Hein. Ouais, et puis il y a aussi une grosse distinction, c'est que l'ultra souvent t'as une partie de la nuit. Oui. Qui est inclus. Alors, sauf si tu termines ton Ironman vraiment tard, tu peux arriver à 23h, potentiellement, et voilà, un peu sur les rotules, mais tu passes pas toute la nuit dehors, quoi. Ouais, complètement. Là où l'ultra, souvent, tu passes vraiment la nuit dehors, et si tu veux dormir, tu peux, mais t'es au bord de la route, quoi. L'ultra, ça a fait penser à du raid. On marche, c'est du raid. C'est, effectivement. C'est de la, oui, enfin, le raid est de l'ultra, on peut le voir dans les deux sens.
Mais oui, effectivement, t'as plus l'aspect de, en fait, faut se déplacer, quoi. Ouais. Faut continuer à rester en mouvement. Et moi, c'est parce que j'avais fait un petit peu des longues distances à vélo, et j'avais un bon ami qui en avait fait plusieurs aussi, à traverser des États-Unis, de l'Europe à vélo, etc. en course, hein, donc la TCR, la Transam, etc. Et qui m'avait dit, écoute, c'est simple. En ultra, il y a une règle, c'est tu t'arrêtes pas. En fait, tant que t'es en mouvement, c'est bon. On s'en fout de ta vitesse. Il faut que tu sois en mouvement. Au plus tu t'arrêtes, au plus tu vas perdre du temps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, exactement. Ouais, finalement, c'est un peu comme l'entreprise. L'entreprise, tu l'arrêtes pas pendant quelques semaines ou quelques mois, elle continue tout le temps. Donc, c'est une sacrée course d'ultra. L'entreprise, c'est marrant ce que tu dis. Tu fais l'analogie. C'est une course d'ultra, mais me concernant, j'essaye j'essaye d'en faire du sprint quand même. C'est-à-dire qu'il y a le court, moyen, long terme, et j'aime bien gérer les 3 rythmes en même temps. Oui, et puis dans l'ultra, il y a aussi quand même une notion de, enfin, je sais pas, tu fais une TCR par exemple, 4000 km à vélo pour traverser l'Europe. Tu vas gagner du temps sur quoi? En fait, sur ton sommeil, avant tout. Ouais, absolument. Donc c'est simple, tu dors 2 heures de plus, en fait, ces 2 heures où t'aurais pu avancer, et même si tu roules, tu vois, 3-4 km/h plus vite que les autres, si tu dors 2 heures de plus, voilà. Et donc en fait, finalement, l'épreuve, elle se joue beaucoup là-dessus. Bon, ce qui est intéressant, mais en même temps, tu pousses aussi très fort les limites de ton corps. Et de ce que j'ai compris, tu parlais aussi, on va y revenir, hein, mais tu disais que tu avais des coachs, des salariés à temps plein dans l'entreprise, etc., pour faire passer aussi les valeurs du sport. Et de ce que je comprends, j'ai l'impression que pour toi, les valeurs du sport, c'est aussi beaucoup le bien-être, être bien dans ses baskets. C'est ça. Tu le disais aussi tout à l'heure, faire un Ironman, en fait, tu te sens toi-même un peu le roi du monde, quoi. Tu vois, je veux dire, tu te dis, ok, en fait, si j'ai fait mon Ironman dimanche, c'est bon. Là, je suis au boulot. Ce que j'ai à faire, c'est bon. Ça va le faire. Tu vois, tu gagnes une confiance en toi incroyable. C'est ça. Mais j'allie le sport à ça. Et c'est vraiment ça. Et ouais, ce que t'as dit, c'est ça. Tu gagnes une confiance. C'est dingue comme ça te fait. Et puis c'est un bien-être parce que non seulement tu gagnes en confiance, mais il y a un truc qui est important. Et on le voit dans le travail, par contre, si je fais la transposition, c'est que tu as une meilleure connexion aux autres. Le fait de gagner en confiance, tu as une bien meilleure connexion aux autres, je trouve. Tu es plus apaisé, parce que tu as une espèce de confiance. C'est pas de l'arrogance, hein, la confiance. Hein. Je dis souvent d'ailleurs à mes managers, un manager, il doit avoir confiance en lui. Pourquoi? Parce que lui-même doit donner de la confiance. Quand tu as confiance en toi, tu donnes la confiance. Mais c'est pas de l'arrogance, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Mais c'est important. Et oui, ça donne de la confiance. C'est vrai, en fait. Dans le sens où, à partir du moment où tu as confiance en toi, en fait, t'as plus besoin de te prouver d'une certaine manière. Et t'as plus besoin d'aller batailler, de rabaisser les autres, dans ce sens-là, quoi. Mais complètement, c'est dans ce sens-là. Du coup, t'es relativement plus facilement tourné vers l'autre. Après, je pense que c'est aussi beaucoup plus palpable quand tu es sportif et entrepreneur ou que tu transposes ça au monde de l'entreprise parce que finalement, quand tu es sportif, tu passes la ligne. Donc, tu arrives à palper, entre guillemets, ton objectif. Alors, quelle que soit la place que tu vas prendre, mais au moins, tu passes la ligne. En entreprise, ok, on te fixe des objectifs. Atteindre des objectifs, c'est une chose, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins palpable. C'est un peu moins concret que quand tu prends le départ d'une course de vélo, le départ d'une course à pied, le départ d'un triathlon et que tu vas passer la ligne. Ok, t'as passé la ligne, tu l'as fait, c'est coché. Alors ça dépend comment tu manages ton entreprise. Moi je vois l'entreprise en permanence. Je pense que j'ai fait des tonnes d'analogies évidemment parce que c'est ma nature déjà. Comme j'aime tellement le sport que c'était relativement facile de transposer. Quand j'étais jeune, j'avais pas autant de profondeur. Vous savez, avec l'âge, je suis pas vieux, mais 52 ans, vous avez une maturité et vous pouvez mettre une philosophie et les mots a posteriori sur votre parcours. C'est plus facile que quand on est à 25 ans et qu'on n'a pas encore eu de parcours, hein, je crois. C'est surtout ça. On met les mots dans notre façon de penser et c'est pas à 25 ans. Il y a beaucoup de gens très doués et très intelligents à 25 ans, mais c'est pas pareil que d'avoir eu le parcours. Donc, et d'année en année, on affine les mots et la philosophie. Et l'analogie sport, elle a été naturelle au départ et puis progressivement totalement managée, totalement voulue. Et notre entreprise est gérée comme une compétition sportive, court, moyen, long terme. Qui veut aller loin ménage sa monture, hein, si je me permets. Donc voilà, elle a des objectifs précis, etc., etc. Elle a de la méthodo, elle est managée comme et les analogies, il y en a
partout. Et d'ailleurs, vous le savez, hein, j'accompagne des triathlètes. Alors, je vais pas accompagner des footballeurs. J'y connais rien en foot, ou j'accompagne des gens dont je connais ce qu'ils font, je les respecte. J'ai beaucoup de respect pour les triathlètes que j'accompagne parce que je sais comment eux, c'est leur métier. Donc, j'imagine comment c'est dur parce que quelque part, nous, amateurs, on a la pression de finir. Et puis, c'est de faire bien, mais on n'en vit pas, la pression elle est pas la même. Eux ils ont la double pression et c'est pour ça que j'ai le plaisir à les accompagner parce que ça les aide quelque part. Il y a un back office, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi quand je les accompagne, que je fais un contrat et que c'est solide. Mais j'ai beaucoup de respect et du coup progressivement ils découvrent notre entreprise, ils découvrent cette analogie, ils s'y sentent bien. Et parce qu'on est une entreprise sportive avec l'esprit du sport et c'est vrai, c'est pour de bon. Et pourtant il y a quelques personnes dans notre entreprise qui ne sont pas sportifs. Donc c'est bien dans la façon dont notre entreprise est conçue, dans la façon dont elle pense ses challenges, parce que nous avons des challenges partout. Donc dans son modèle, c'est un championnat notre entreprise à elle toute seule. Et pour revenir là-dessus, parce que je pense c'est un sujet super large et Ouais. forcément il y a plein de questions qui nous arrivent à Hermano et moi, je crois. C'est quoi pour toi les similitudes principales donc entre le monde du sport, on va dire, et le monde de l'entreprise? Comment ça? Celle, en tout cas, les analogies que j'ai fait. D'abord, j'ai posé mon entreprise, j'ai posé des valeurs et toute l'entreprise est managée au travers de valeurs. On voit bien que dans les équipes de sport qui performent, il y a des fondamentaux et des valeurs à respecter fondamentalement communes. C'est une communauté de valeurs. Moi, je parle du sport d'équipe, là pour le coup, je reviens au rugby, mais je pense aussi que les sportifs de haut niveau, ceux qui performent, ils ont aussi leurs fondamentaux. Et nous, toute notre entreprise est managée, challengée au travers de ces fondamentaux. Fondamentaux universels. J'aime bien l'universalité aussi. Donc chez nous, l'entreprise est ouverte à tous à condition de partager les mêmes valeurs et les valeurs sont partout. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la notion de compétitivité. Et chez moi, le mot compétitif n'est pas un gros mot. Mais la compétitivité, elle peut se faire, compétitivité durable. Elle ne peut se faire qu'au travers de quelques fondamentaux qui ressemblent à celles du sport. D'abord, il faut de la confiance, il faut se sentir bien, il faut du respect. Sans ça, on n'a pas de compétitivité durable. Donc, je pourrais manager une équipe de sport, je pense aujourd'hui, comme je manage mon entreprise. Et j'aurai les mêmes mots certainement. Les mots que j'ai pour mes managers. Regardez, je vais vous faire en quelques mots ma formation manager, mais en quelques mots. Et vous allez voir qu'on peut retrouver exactement, je pense, ce qui permettrait à un sportif ou en toute humilité, ou à une équipe de sport, la même chose. Je pense qu'on pourrait manager du sport et l'amener à la performance avec les mêmes mots. Je dis à mes managers, première chose, il faut dans l'exécution de ces tâches, dans ce que l'on exprime, que notre parole suive nos actes et que nous soyons exemplaires en la matière. Que notre parole suive nos actes. Le problème entre le sportif de haut niveau et le sportif de moins haut niveau, c'est celui qui exécute vraiment la stratégie et dont la parole fait ses actes. Il a un programme, il le suit, il exécute tous les matins, il se lève avec courage parce que des fois, il faut du courage. Vous savez bien, quand on fait du triathlon, on a, 6 entraînements à faire et puis un jour, on n'a pas envie, quoi. Et on n'a pas envie. Et ce jour-là, moi, il m'est arrivé, et je pense que c'est arrivé à tous. C'est des anecdotes du back office, mais c'est même arrivé à des sportifs professionnels avec qui j'ai échangé. Et là, je tairai les noms. On a mis ses affaires de vélo, son casque. On doit partir à 8h. On a 100 bornes à faire, puis on n'a pas envie ce matin. Du coup, on traîne, on se trouve des excuses et on fait un peu de mail. Et puis à midi, on est toujours là. Et puis au final, on n'y va pas. C'est arrivé à tous. Je crois en tout cas. Et au début, je pensais que c'était que moi. Je me dis mais Sacha, t'es nul, quoi. T'es pas courageux. Donc c'est vraiment ça. C'est cette exemplarité. C'est celui qui y va tout le temps, quoi qu'il arrive, qui est exemplaire dans le respect de son programme, de son truc, et qui est, voilà. Donc ça, moi je dis, soyez exemplaire. Soyez la parole. C'est quoi l'exemplarité? C'est la parole suit vos actes. C'est vous dites, vous faites. Et vraiment, c'est ça. C'est vraiment. Le deuxième chose, je parle d'exigence. Et l'exigence, alors la seule bonne exigence qui a pour but de faire progresser, qui a pas pour but de faire mal, qui a pas pour but, ça c'est dans le management, je leur dis, une exigence qui est peut-être cynique ou méchante si elle est mal pratiquée. La seule bonne exigence, c'est celle qui a pour but de faire progresser, hein, on est d'accord, parce que c'est ça l'exigence. Mais sans exigence, il n'y a pas de compétitivité, pas de performance, il faut de l'exigence. Et puis après, je dis, soyez bienveillants. Alors la bienveillance, il faut la définir aussi. Et je crois que si je devais manager un sportif de haut niveau pour l'amener, je crois qu'il faut de la bienveillance parce que c'est l'opposé de la méchanceté évidemment la bienveillance, mais c'est pas opposé à exigence.
C'est pas du tout opposé. D'ailleurs, l'exigence quelque part, ça peut être de la bienveillance si le but c'est de faire réussir. Donc bienveillance, c'est s'occuper vraiment des gens pour de bon, que ça apporte quelque chose, que ce soit moi chez nous, alors là c'est dans l'entreprise, on dit on aide les gens qui ont un problème quoi qu'il arrive et on est solidaire, on sort les gens qui sont le problème. C'est pas du tout la même chose, avoir un problème. Donc ça je le fais en entreprise, mais les éléments de bienveillance sont clés pour se créer un environnement d'exigence, il faut de la bienveillance. Parce que sinon, ça devient méchant, ça devient toutes les mauvaises choses qu'on voit parfois dans le sport de haut niveau d'ailleurs. Donc, ce qui dure, c'est qu'il y a eu un environnement bienveillant aussi. C'est mécanique. Enfin, ce qui dure, on peut pas être. Voilà. Donc, troisième chose, c'est le sens, le partage et le sens. Partager, donner du sens. Donc, nous, je dis à mes managers, faut partager l'entreprise. C'est un bien commun. Et donc, une performance, un très athlète de haut niveau, il a souvent une équipe. C'est partagé. Tout seul, il y en a quelques-uns qui sont seuls, c'est assez rare. C'est très rare, mais plus on partage, plus on est une équipe, plus on est et ça marche. Et ça marche dans le sport, ça marche. C'est des valeurs, c'est des émotions fortes. L'entreprise est faite de ça aussi, d'humain. Et tout ce que je dis, c'est de l'émotion, c'est de l'humain. Le sport, c'est que ça. Enfin, je crois, pour amener à la compétitivité. En tout cas. Donc voilà. Ensuite, je parle de courage. Il faut du courage. Moi, c'est du courage managérial, mais il faut du courage. Et vraiment, et tous les matins, il en faut. Et du courage dans ses décisions, du courage. Voilà, dans le sport, je crois qu'il en faut. Et ensuite, je parle de la confiance. Je parle beaucoup de la confiance. Avoir confiance en soi, ça se travaille et il y a des clés de succès pour avoir confiance en soi. Il y a des vraies clés et avoir confiance aux autres aussi, en son équipe, en tout cas, les gens avec qui on travaille, et donner la confiance pour de bon. Voilà. Voilà comment je manage mon entreprise et je transmets ces valeurs managériales. Je crois quand même que si on fait l'analogie avec le sport, on pourrait manager une équipe de sport avec ça, je crois. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que alors je sais pas chez toi Olivier quelle est ta vision par rapport à la Belgique, mais en tout cas en France très souvent sport et business c'est des gros mots, en tout cas pas pour les pratiquants mais pour les gens qui pour les gens qui regardent, qui apprécient un peu le sport, ils veulent pas entendre parler de business et pourtant il y a tellement de parallèles entre le sport et le sport de niveau et l'entrepreneuriat et l'entreprise et une entreprise du CAC 40 et un sportif de haut niveau, enfin je veux dire tout ça s'entremêle et ça fait du bien d'entendre un Français en parler en France. Je sais pas quel est le point de vue en Belgique, Olivier, si c'est aussi tabou en fait ces deux sujets, ils ont l'air aussi antagonistes. Non, peut-être pas autant que ça. Après, je rejoins Sacha sur la notion de compétitivité. C'est vrai que souvent quand on dit il faut être compétitif, on peut entendre du coup il faut écraser les autres quoi. C'est ça. Là où en fait la compétitivité pas forcément, c'est tu fais un Ironman, souvent en tout cas en tant qu'amateur, ton but c'est surtout ça va être déjà de le terminer, donc tu seras compétitif vis-à-vis de toi-même. Donc voilà, et c'est ça être compétitif, c'est relever les challenges, c'est pas forcément écraser les autres quoi. Compétitivité serait égale à pression. Et pression, burn-out, négatif, blabla. Et en fait, c'est pas ça. Enfin, pour moi, Non, mais on a la même chose dans l'entreprise. Quand on parle de la concurrence et de la saine concurrence, ça veut pas dire d'aller écraser son concurrent. Il y a de la place pour tout le monde. On peut très bien fonctionner ensemble. Et puis de toute façon, c'est comme dans le sport, que le meilleur gagne finalement. Exactement. C'est marrant ce que tu dis parce que dans l'entreprise. Prenez le lead parce que si vous me laissez parler, moi je parle beaucoup. Ça va, on a encore un peu de temps. Vas-y. Non, t'inquiète pas. De toute façon, on est responsable du timing. Voilà, on sait qu'il faut laisser un créneau pour manger de toute façon. Ouais. C'était promis, donc t'inquiète pas. Dans l'entreprise, par exemple, moi j'ai des compétiteurs. J'ai démarré à Lyon en spirale. Vous savez, j'ai monté une agence, 2 agences, etc. Et j'ai des confrères, plein de confrères qui sont devenus des amis. Plutôt la majorité. Ils sont surpris d'ailleurs de mon approche. J'ai toujours été friendly vis-à-vis de mes confrères. Quand on est face à un client, on est en compétition et après, je suis pas là pour l'écraser. Et d'ailleurs, je supporte pas qu'un de mes collaborateurs critique bêtement. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que derrière, il y a un entrepreneur qui se lève le matin, qui bosse, qui a mis sa caution, j'ai du respect pour lui. Et nous, on fait mieux, on essaye de faire mieux, on regarde quand même si on peut être meilleur que le compétiteur. Ça, c'est normal, mais c'est dans le respect. Et puis, de temps en temps, il y a celui qui n'a pas compris ça et qui a une agressivité. Vous êtes le concurrent, donc il faut vous tuer. Bon, souvent, franchement, j'observe, en tout cas après 25 ans à mon compte, que c'est les gens auxquels je fais référence dans ma tête, et je ne citerai pas de nom évidemment. Il y en a 2, par exemple, sur ma région. Quand je regarde aujourd'hui, on fait à peu près, mais modestement 90 fois leur chiffre d'affaires, alors qu'ils étaient plus gros que moi. Donc, je suis pas sûr que ce soit la bonne approche, la mauvaise compétition. Voilà. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. C'est la parenthèse du compétiteur, d'ailleurs, qui parle le challenger.
Mais il y a une chose, je reviens sur les mots et management, compétition, compétitivité et pourtant bienveillance. Je reviens sur exigence, bienveillance. Tout se joue là. Quelle exigence pour quoi faire? Voilà. Et c'est vraiment, je pense, souvent ça se joue là. Sans exigence, on ne construit rien. Quand je forme des jeunes, je leur apprends l'exigence, je leur apprends à progresser, à grandir. Et puis après, il y a le mot qui vient après, c'est le sens. Parce que à un moment donné, je leur apprends aussi à exister. C'est-à-dire à ne pas être un pion finalement, à construire des choses. Et il faut de l'exigence pour ça. Sinon, tu deviens un pion d'une chaîne et tu te défends en tant que pion d'une chaîne. Non, c'est pas ça. Construis de la valeur aussi. Et pour ça, mets-toi en acteur, pas en spectateur. Et c'est ça pour leur apprendre. Et c'est ça que j'essaye de leur apprendre. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je me vois très bien en train de répondre à mes mails avec mon casque sur la tête. Tu vois, sauf que ça fait 4 heures que j'ai mon casque sur la tête et que je suis en train de répondre à mes mails et à passer un coup de balai, etc. Et en fait, ça c'est la procrastination tout simplement. Ça nous arrive effectivement à tous. Comment tu fais pour traduire ça au sein de tes équipes pour justement éviter la procrastination? Parce que c'est une chose de le pointer du doigt effectivement, mais comment est-ce que tu fais pour mettre ça en action en fait? Alors moi je pense que quand on arrive là, c'est que c'est pas très intéressant ce qu'elle fait pour la personne. Bon, je suis un peu peut-être caricatural, mais je te réponds à chaud et c'était le but. J'ai pas préparé les réponses, mais je me dis si on arrive à ce système-là, c'est que l'intérêt du travail est pas si évident pour l'équipe. Déjà, je vais expliquer comment est organisée notre entreprise en quelques mots. Notre entreprise est organisée par exploitations diverses. On est 1800, mais sur 1800, moi j'ai un peu plus de 900 salariés. Et l'autre moitié, c'est mes franchises. Donc, je ne gère pas mes franchises pour le coup. Il y a des patrons qui gèrent leur boîte, même si on a un modèle d'entreprise et je leur définis le modèle d'entreprise et ils sont censés le suivre. Et après, ils sont patrons de leur boîte. Mais on va prendre mes 900 collaborateurs. Ils sont divisés en 52 entreprises dans le groupe. Chaque entreprise a un challenge, un bilan, une perspective, un modèle. Alors il y a les Xefi qui ont tous le même modèle, mais chaque Xefi c'est un patron, une équipe qui gère. Ils ont le compte de résultats au jour le jour, c'est leur tableau, c'est leur chrono Garmin, le compte de résultats, parce qu'il faut mais c'est pas de la pression parce que le modèle est le challenge ou les objectifs sont définis par équipe. On n'est pas en top-down. Cette année, on va faire 30% de croissance et 30% pour tout le monde. Non, on fonctionne pas du tout comme ça. On va voir l'équipe et chaque équipe en début d'année, on définit le challenge de l'année ensemble. Et après, on redonne du rythme mensuel. J'aime bien le rythme mensuel pour justement. Et puis, on va chercher les gens un par un. Chaque poste compte, chaque client, chaque collaborateur compte, dans un challenge qui est à taille humaine. Et après, évidemment, ça fait un challenge groupe. Donc, on anime. Il y a beaucoup d'animation parce que l'animation est importante. Beaucoup de mise en dynamique. Pour vous donner un idée, j'ai créé une cellule event. Il y a eu 102 événements l'année dernière dans le groupe, divers et variés, des petits, des moyens, des grands. Donc, en clair, on anime ça. En bas, c'est chaque agence, chaque projet, chaque challenge. On anime ça à un niveau plus régional, plus métier, et on anime ça au niveau groupe. Chaque année, on fait la grande fête des EFI, etc. C'est avec on donne du mouvement, du rythme, et on propose, je pense, une aventure à nos collaborateurs. S'il n'y a pas d'aventure, et d'ailleurs, en fait, je vais réduire ça, et ça, c'est là que je vais faire l'analogie avec le sport. Il y a de l'émotion. On leur fait vivre quand même une émotion dans la mesure du possible. Et je crois que c'est ce qui fait que le groupe fait de la croissance chaque année. Ouais, ça, je pense qu'effectivement, il y a pas de secret. À partir du moment où t'es passionné par ce que tu fais, forcément, tu vas plus procrastiner. Maintenant, il y a quand même moi, je suis passionné par le vélo. Et pourtant, quand je dois aller faire mes 100 bornes et qu'il fait froid et qu'il est 6 heures du matin et qu'il fait noir et qu'il pleut, j'ai beau être passionné par le vélo, c'est quand même difficile. Est-ce que t'as des trucs, toi, justement, pour te dire, ok, en fait, comment je fais pour franchir le cap? En tout cas, souvent on dit le plus difficile c'est de mettre ses chaussures ou de fermer la porte d'entrée ou de monter sur ton vélo, tu vois. Mais comment est-ce que tu fais pour justement te lancer quand dans ces moments-là? Alors moi, parce que je suis comme toi, ça m'est arrivé. En fait, je me suis aperçu avec le temps. Je suis plus âgé, donc on va dire que j'ai l'étape d'après où je me suis la sagesse ou l'analyse a posteriori, on va dire de l'expérience. En fait, comment je fais? Je mets des challenges intermédiaires avec des dates. Et c'est ça qui m'anime si j'ai pas ça, en effet, si tu as un Ironman à faire au mois de septembre et que tu es au mois de décembre, et que c'est compliqué l'hiver, etc., tu recules. Donc je mets des challenges intermédiaires. Et il y a un truc qui est vrai, c'est que j'aime bien et me faire coacher. C'est-à-dire que je suis un bon élève.
Je suis un manager et un leader. Enfin, je peux le dire encore une fois a posteriori sans arrogance. Mais je suis aussi un bon élève. Donc, je me mets un challenge intermédiaire et je mets un coach, ce qui fait que je lui dois des comptes. Et donc, en fait, je crée les conditions pour éviter de ne pas avoir envie. Je suis assez d'accord avec toi. Malgré tout, je vous montre pas comment je suis habillé, mais là, je suis en tenue de sport et malgré tout, je procrastine encore parce que j'ai un autre meeting juste après nous et j'ai procrastiné ce matin. Je suis animé par mon objectif, par ma passion du sport, par mon boulot, par ce podcast. Mais ce matin, j'ai procrastiné et j'ai pas fait ma séance. Et j'en ai encore 2 à enchaîner encore en fin de journée. Vraiment, je pense que t'as beau être motivé, t'as beau être animé par tes passions, il y a peut-être un moment où il y en a une qui prend plus le pas sur l'autre, quel que soit l'objectif intermédiaire que tu t'es fixé. Et pour revenir sur la question d'Olivier, un matin en décembre, t'as beau avoir un Ironman en septembre et puis t'être fixé, je sais pas, une course gravel au mois de février, et donc tu sais que il faut que tu fasses ta sortie ce matin de 100 bornes parce que sinon ça va peser dans ton entraînement, et en plus tu dois rendre des comptes à ton coach ce soir. Allez, on est vendredi, tu rends des comptes tous les vendredis soirs à ton coach de manière hebdomadaire, et tu dois pas lui dire ce soir, bah non, je suis désolé, j'ai pas fait la sortie parce que boulot, parce que procrastination, parce que pas motivation. Qu'est-ce qui fait que tu te mets un coup de pied aux fesses et que tu y vas quand même? Moi, il faut des challenges court terme, en fait. Le long terme, ça marche pas. Je crois que c'est ça. Par exemple, tiens, je vais vous dire très concrètement en ce moment. Début décembre, j'ai attaqué, mon objectif cette année, c'est l'IOTA et l'Ironman d'Émilie-Romagne. Voilà, c'est mon objectif cette année. Bon, ça, c'est long, hein. Je suis pas un gros nageur, et en plus, au final, dans les 3 disciplines, sans surprise, c'est la discipline que j'aime le moins. Voilà. J'apprécie la natation quand j'ai nagé 5 fois par semaine pendant 2 mois. Sinon, je l'apprécie pas du tout. Donc, autant dire que quand j'arrête 1 mois ou 2, avant de retourner dans l'eau, des fois, c'est 3 mois, 4 mois. C'est comme ça. Je suis pas nageur, donc, par contre, dès que ça va pas, je vais courir. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai dit, allez, comment je construis ma saison pour être motivé? L'IOTA, je vais essayer de quand même nager beaucoup cette année, mais je vais pas être motivé si je le fais trop tôt. Je vais m'user, je vais pas avoir envie, c'est pas mon truc. Donc j'ai dit, allez, je vais faire les championnats de France de 10 km. Ça fait 30 ans que j'ai pas fait du 10 km. Je vais faire ça. Ok. 10 km en course à pied, hein, pas en natation. 10 km en course à pied. Donc, ok. Donc, on est début décembre. Enfin, on était fin novembre. J'ai dit, c'est 26 mars. C'est court. Donc ça m'oblige. Puisque là, pour le coup, voilà. J'ai mon coach usuel, mais je prends un nouveau coach spécifique. En l'occurrence, un petit nom du triathlon, hein, je rends un hommage, Frédéric Belobre. Ça va comme on l'a eu récemment dans le podcast avec son épouse. Ouais, avec Charlotte, ils sont top tous les deux. Voilà. Et donc moi j'aime bien, on leur donne une vision aussi de l'entreprise, parce que on n'est pas coach, c'est un gros mot, mais on essaie de les accompagner un petit peu, de leur donner notre vision, parce qu'on coach beaucoup d'entrepreneurs. Donc c'est des super entrepreneurs. Et donc bref, et du coup je m'inscris sur leur plateforme. Là, je voulais tester leur plateforme Aidou. Un super truc, suivi, etc. Il y a Frédéric qui me coach. Déjà, ça m'oblige. Donc, je me suis mis des conditions d'obligation. Depuis, nous sommes le 3 mars. J'ai pas loupé une seule séance. Entre 5 et 6 séances par semaine. 0. Parce que je dois... Bon, malgré tout, t'as pas nagé. 0. Non, je te dis bêtise, j'ai nagé 2 fois. 2 fois 1500 mètres, ça va suffire pour l'Ironman ou pas? Non, il va falloir que je m'y mette. Mais n'empêche que je me donne un rythme, et je sais que à partir d'avril, j'ai l'IOTA. Voilà, en fait, si c'est trop long, je pense qu'on s'use mentalement. Bon, et dans l'entreprise, j'ai fait pareil. Je leur dis à mes commerciaux qui des fois ont du mal. Je leur dis, mais faites ça à la semaine. Et si vous avez du mal, faites ça au jour le jour. Mais les objectifs, c'est à la semaine. Arrêtez les objectifs au mois, ça sert à rien. Parce que en fait, il faut des objectifs qui vous mettent immédiatement dans l'action. Mm-hmm. Bon, c'est mon truc. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de penser qui fait que je reste toujours motivé. C'est comme ça que j'essaye de le faire. Ouais, c'est effectivement ce qu'on recommande souvent, que ce soit en entreprise ou en coaching, c'est d'avoir une vision à long terme, et puis de pouvoir la saucissonner en petits objectifs plus courts, évidemment. Mais motivant quand même, parce que si le petit objectif il est pas, tu vois ce que je veux dire, il est trop petit, pas motivant. Faut que le petit objectif ce soit quand même. Quand tu le fais, tu te projettes pas au gros.
Tu le fais, c'est un vrai objectif. Non, ton objectif, c'est ton test VMA que tu as dans 2 semaines, tu vois. Et ça parle effectivement plus. Et pour revenir un petit peu, parce que alors tu nous as parlé effectivement de ta société, de Xefi. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur l'histoire de la société et ton histoire? Bon, attention, on n'a pas énormément de temps. J'aimerais bien parler de la IOTA aussi, mais voilà. Mais est-ce que tu peux revenir rapidement sur l'histoire de Xefi? Et puis après, on parlera un petit peu de ce que tu as mis en place à l'intérieur de la société. Xefi, c'est parti j'allais dire souvent, je vais être très, c'est une erreur, voilà. Et c'est parti d'un truc bizarre. Pourquoi? Parce que moi, je suis un autodidacte. J'ai pas le bac, j'ai dû travailler jeune, etc. Après, j'étais militaire. Et j'avais pas un beau CV, donc je savais pas trop quoi faire. Rester militaire, j'aurais pu, mais c'était pas une carrière, je trouvais en tout cas exceptionnelle, même si l'armée, je trouvais ça très bien, il y avait plein de bonnes choses, mais c'était pas une possibilité de carrière exceptionnelle parce que quand on n'a pas le bac, on peut pas être officier ou parleron, mais ça met plus de 15 ans et ça m'attirait pas. Et donc j'ai décidé sur un coup de tête, en 3 minutes, de me mettre à mon compte parce que j'avais encore quelques mois payés par l'armée. Et ça me permettait de Lavalbonne, pas très loin de Lyon, de pouvoir démarrer une activité. Je savais, j'étais plutôt, je sais pas si c'est le mot doué, mais en tout cas à bon niveau de la connaissance informatique. On est en 95 et je savais dépanner n'importe quel ordinateur en fait. Donc j'ai dit allez, tu vas monter un petit truc de dépannage et tu vas aller voir toutes les agences qui vendent des PC qui ne savent pas dépanner. À l'époque, c'était ça. Et donc, sur un coup de tête, je vois un journal d'annonces. À l'époque, c'était très à la mode, les journaux d'annonces. Un local, rue Bossuet dans le 6e. Pour 900 francs d'avance, c'était 300 francs par mois, le local. 7 mètres carrés, un petit peu moins de 8 mètres au fond d'une agence immobilière. Et j'y vais et je démarre. Et je suis encore militaire pendant 2-3 mois, je crois, je sais plus. Et je fais la transition. Et là, je démarche comme un dingue. Et puis, j'ai 1 ou 2 premiers clients au début. C'était financièrement très dur. Je prends une petite chambre dans une villa parce que j'étais pas de Lyon. Je connais personne. Je suis pas de Lyon. Le premier crédit dans ma vie, c'est la maison de mes parents. Donc, c'est pas eux qui ont pu m'aider. Je démarre comme ça dans mon local. Et puis, évidemment, chaque client, j'ai tellement besoin de réussir, ou en tout cas à minima d'en vivre. Chaque client compte, chaque appel compte, chaque minute compte. Je crée un processus très simple. J'achète un téléphone. Pourtant, j'avais pas beaucoup d'argent. Un téléphone mobile à l'époque, ça coûtait une fortune. On payait en appel sortant et en appel entrant à l'époque. Donc c'était pour être joignable tout le temps. Et mes premiers clients, je les bichonne, ils en appellent d'autres et très rapidement ça marche en fait. Mais plus rapidement que prévu. Alors ça marche pas forcément financièrement tout de suite. C'était dur, mais je réinvestis tout de suite. J'embauche mon premier collaborateur, puis mon deuxième, etc. Je forme et j'ai un modèle hyper précis en fait. Ce que j'appelle aujourd'hui le modèle d'entreprise performante que j'ai écrit a posteriori des années après, que j'ai appliqué, c'est-à-dire être simple, clair, efficace et avoir une qualité d'exécution qui correspond à sa promesse. Voilà. Ça paraît simple, mais donc ma promesse c'était simple, une intervention la veille pour le lendemain pour 250 francs à l'époque. C'était ma promesse, je sortais pas de ma promesse, je savais rien faire d'autre et je faisais ça et ça a grossi. Après j'ai rajouté des contrats, après j'ai rajouté de la vente matérielle, après j'ai managé, j'ai mis des méthodes managériales telles que je vous les ai décrites tout à l'heure. Et en fait ça, à ma grande surprise, c'est vrai, ce que je vais vous dire, c'est que me suis découvert entrepreneur, mais c'est totalement par hasard. J'ai eu une performance, mais je ne l'aurais pas présagé. Après, j'ai été président du réseau Entreprendre, qui est un réseau d'aide à la création et à l'accompagnement d'entrepreneurs. Et évidemment, je me suis aperçu que ce que je faisais était extrêmement compétitif, mais on le voit dans les chiffres, etc. Mais à la base, c'était plus naturel, plus l'exigence que j'ai, plus l'envie, le besoin de réussir, l'envie, le besoin. Et progressivement, j'ai mis les mots dessus, j'ai une continuité. L'histoire de l'entreprise, elle est partie de ça, elle est partie de zéro. J'ai embauché des gens bien au départ, mais pas du tout sur leur savoir-faire, j'avais pas les moyens. Donc j'ai embauché un copain qui était un client à la base, j'ai sympathisé avec lui, qui s'appelait Emmanuel de Macedo, qui est maintenant mon directeur technique toujours, qui est la famille Xefi. Son fils vient de rentrer dans l'entreprise, donc ça fait plaisir. C'est une aventure simple, de travail, de process, par contre, d'engagement, de travail, de process, et qui de valeurs aussi, parce que j'ai écrit mes valeurs très tôt et je les ai pratiquées. J'ai construit la boîte au travers de mes fondamentaux et ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui toujours, je dirais que Xefi, on vend des ordinateurs, on les dépanne, on les sauvegarde dans le data center et on pose le copier à côté et un peu de soft. Sauf que on est devenu une industrie, tout ça on le fait nous-mêmes, tout ça basé sur nos valeurs de départ. Nos valeurs de départ, c'était ça. C'était être le plus accueillant possible, avoir une offre claire, être rapide tout le temps et respecter nos engagements.
C'était ça. Et ça, c'est toujours Xefi. Et des années après, c'est 1800, ça grossit de 20 à 30% chaque année. Et quoi qu'il arrive, quand on est mauvais, on fait 15% de croissance. Quand on est bon, on fait 50. Ou le marché aussi. Hein. Voilà un peu l'histoire de Xefi. C'est un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, 1800. Et encore, on table sur 25% de croissance cette année. Excellent. Ça va, c'est résumé? C'est résumé, c'est top chrono. Merci. Si nos chronos pouvaient augmenter de 30% par an, ou au minimum 15 et au maximum 50, moi, franchement, je signe tout de suite. Hein. Tu m'étonnes. Merci effectivement pour cette petite remise en contexte. Et donc, Xefi aujourd'hui, vous faites quoi du coup? Alors, c'est toujours les mêmes. J'imagine que toi, tu répares plus les ordinateurs. Oui. J'ai arrêté en 2008 de réparer, donc tard quand même. Et j'ai arrêté de faire du chiffre d'affaires au quotidien, c'est-à-dire d'être commercial challengé comme les autres en 2012. Donc on était 150 déjà quand j'ai arrêté. Avant, j'avais mon chiffre d'affaires comme les commerciaux, comme tout le monde. Après, là, je peux vraiment plus. Comment on fait? On fait l'infogérance des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire de 1 à 300 salariés, ça c'est 92% de notre business, et 8% de 300 à 1500 salariés. Voilà ce qu'on fait. On fait quoi? On dépanne, on a un contrat de maintenance, on dépanne, on est le service de proximité avec 160 agences, pardon. On est très proche de nos clients. On fait le cloud, toute la sécurité des données, mais c'est nos propres data centers, notre propre industrie. Maintenant, on est tout en propre. On fait le copieur, mais on a nos propres logistiques, on est grossiste en copieur, etc. On fait le software maintenant, la digitalisation, tout ce qui est logiciel, gestion de notes de frais, gestion de congés. Bref, on équipe vraiment de A à Z les TPE, PME. Et avec une approche qui est la nôtre. On n'est pas dans du sur-mesure. On arrive avec notre vision de l'entreprise informatique. On vend des ordinateurs, évidemment. On fait vraiment, tu me dis, tu viens me voir, t'es une PME, une entreprise de 10 personnes. Tu dis, j'ai besoin d'informatique. Je te dis, voilà, pour la sécurité, on fait comme ça. Pour l'infogérance, on fait comme ça. L'équipement, c'est ça. Le soft, c'est ça. Et on équipe de A à Z. Alors, tout parti. On aimerait bien être tout le temps, mais voilà ce qu'on fait. Ok, très bien. Mais écoute, là comme ça, dit comme ça a l'air d'être un peu, mis à part évidemment les analogies qu'on peut faire entre le monde de l'entreprise et le sport, ça a l'air d'être assez loin du triathlon. Et pourtant, toi, t'as mis pas mal de choses en place aussi au-delà des valeurs. Justement, tu disais justement que le sport avait énormément de place aujourd'hui au sein de l'organisation. Qu'est-ce que t'as mis en place exactement? Alors, j'ai mis en place tout un programme santé-sport. Qui permet, on revient à la confiance en soi aussi, parce que tout ça s'anime. Parce que je vais le refaire à l'entreprise et après je vais te dire. À la base, Xefi, on vend des ordinateurs, on les dépanne, on sauvegarde dans le data center, on pose le copieur à côté. Voilà, on n'a rien fait d'exceptionnel. Il y a 10 000 revendeurs qui font ça. Et j'aime bien dire, on vend même pas, on n'a pas fabriqué les PC, on n'a pas. Bon, et ça c'est caricatural. Et la vraie différence, c'est l'humain. C'est l'humain. C'est la façon dont on s'adresse à nos clients. La vraie différence, c'est pas le produit. Même si au bout d'un moment on a des process, mais c'est l'humain, même pour les tenir. Donc c'est la relation humaine la vraie différence. Et pour ça, c'est ça qui s'anime. Et ça veut dire qu'il faut s'occuper tu veux t'occuper de tes clients, occupe-toi de tes collaborateurs aussi. Tu vois. Et la vraie différence, c'est ça. C'est est-ce que finalement on forme une équipe qui a envie de performer, qui a envie de fabriquer des choses, qui a envie d'être un champion aussi dans notre métier. Quel challenge on propose à nos collaborateurs. Et pour ça, faut les préparer. Et pour ça, faut qu'ils soient bien dans leur peau. Pour ça, faut partager. Pour ça, on revient à partager, donner du sens. Et à un moment donné, le sport c'était l'intime pour moi, et je me suis aperçu que suite à un collaborateur qui a été malade, ou à qui j'ai mis mon collaborateur, je l'ai mis dans les mains de mon coach, et ça l'a complètement rétabli, c'est-à-dire ça n'a pas rétabli sa maladie, mais ça l'a remis sur les rails d'une vie à peu près normale et d'une gestion de sa maladie. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui est génial faut s'occuper, continuer à s'occuper des collaborateurs, c'est se sentir bien, former une équipe, être solide, viser de la compétitivité, viser des challenges. Il faut aussi se sentir bien et avoir confiance. Donc, j'ai généralisé ce programme. Progressivement, je l'ai fait. C'est quoi le programme aujourd'hui? C'est 31 coachs au total dans l'entreprise. Pas pour mes franchises, parce que ceux, ils sont patrons de leur boîte. C'est à eux de décider s'ils le font ou pas. Je parle pour mes 900 salariés. Donc, 31 coachs, 26 prestataires de services, mais 5 salariés temps plein. Des coachs, d'une part, un nutritionniste, d'autre part, et Valérie, qui est ma kiné, responsable du programme Sport Santé, qui, elle, était triathlète aussi. Donc, on met à disposition de tous, dans toutes les agences, des sessions de sport.
choisis par l'agence d'ailleurs, c'est eux qui choisissent leur thème. L'essentiel c'est qu'ils se bougent. Et les coachs d'ailleurs, pour vous donner un ordre, les coachs on les paye pas que les heures travaillées, on les paye les heures de bureau aussi. Je parle pas de mes salariés temps plein, je parle des coachs externes. Parce que ce qui est important, c'est l'intuitu personnel entre l'équipe et le coach. Que le coach il soit proche de l'équipe, qu'il les amène. C'est pas juste les heures coachées. Si vous achetez une salle et vous mettez un coach dedans, à la fin, il y aura que les plus grands sportifs qui le bénéficieront. Si vous allez chercher les gens, vous leur parlez de santé au travail, par exemple, on a des pauses actives. On leur parle j'ai dit à ma coach, vous pouvez passer sur tous les bureaux. Si la souris est pas adaptée, la posture au travail, il faut changer les écrans, les souris. On y va. On va jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est le taux d'adhésion. C'est important, c'est de leur proposer des choses qui vont faire que ils vont s'occuper d'eux. Alors du coup, il y a le coaching pour tous, il y a les événements, parce que vous voyez, c'est comme on parlait d'événements. Je ponctue d'événements. Faut qu'il se passe quelque chose, sinon on n'a pas de but. Donc on sponsorise des fois courir pour elle, par exemple, ou des manifestations, et on y va. Alors on parle de trucs courir pour elle, c'est de la marche au profit de la lutte contre le cancer. Il y a aussi une course à pied sur laquelle on avait 2 filles sur le podium d'ailleurs l'an dernier, 2 sur 3. Je vous une petite parenthèse, mais donc voilà. Après on a Lyon Urban Trail. On est 151 l'année dernière sur Lyon Urban Trail. Donc c'est plutôt pas mal. Tiens, il y a une sportive qui passe là derrière toi, Pénélope. On l'a pas vu. Il y a les gens qui non mais entre midi et 2, tu viens chez nous, tout le monde se change, c'est devenu normal. Il y a un fournisseur qui est venu un jour et qui m'a dit ce qui me frappe, c'est que monsieur tout le monde se change et passe en short devant tout le monde. Hommes, femmes, etc. C'est devenu totalement normal. Et d'ailleurs, on l'a mis au cœur de la boîte. On a mis des douches évidemment dans toutes nos agences. Et aujourd'hui, moi, ma fierté, c'est quand une personne qui fait plus de 100 kilos, qui a 59 ans, se change pour aller faire du sport. Là, j'ai gagné. Et on gagne évidemment, ça fédère les équipes. On gagne en confiance, en compétitivité, parce que les gens sont bien dans leur peau. Et c'est vrai, tous ceux qui sont là depuis 15 ans, qui adhèrent au programme Santé Sport. Et on le voit. Et j'ai mon DG qui me parlait, qui est foot. Bon, il a fait du foot dans son enfance, c'est un passionné de foot, et puis il a abandonné. Et puis il était alternant il y a 23 ans, mon DG. Maintenant, il est directeur général. Et il me dit, c'est vrai que Sacha, au début, c'était la danseuse du patron, le programme Santé Sport. Faut être clair. Hein. Et progressivement, mon codir y a adhéré. Et il me dit, c'est vrai. L'autre jour, ça m'a fait plaisir. David, il me dit, c'est vrai quand même que j'aurais peut-être eu la quarantaine bedonnante, quoi. Et là, je l'ai pas parce qu'on lui a fait faire le tour de Corse à vélo, parce que on a ponctué d'événements qui fait que ça met un peu d'objectifs. Voilà. Bref, le programme, c'est à la fois pour tout le monde, mais à la fois des animations, ce que j'appelle les événements majeurs où on paye tout, l'hôtel, le conjoint, etc. Des événements mineurs où on est 15, on paye le maillot et l'inscription. C'est toute une animation et puis on va chercher les gens pour leur santé. Voilà. Je l'ai. C'est incroyable. C'est quoi le budget sport de Xefi? Alors, je vais pas compter l'IOTA. C'est 500 000 euros. Donc c'est 500 000 euros en fait que tu investis dans le bien-être de tes travailleurs, quoi. Ouais. Et techniquement, j'imagine la performance derrière qui en découle, etc. Évidemment, mais est-ce que tu as déjà pu calculer ce retour sur investissement pour parler c'est très difficile. Financièrement de manière un peu crue? Objectivement, hormis le fait qu'on a un taux d'arrêt maladie qui est presque 3 fois inférieur à la profession, c'est très difficile. Très rapidement, parce qu'on est pris par le temps, mais comment est-ce que tu as vécu la période du Covid, l'éloignement des gens, le confinement, eu égard à ce sujet que tu viens d'aborder, c'est-à-dire le bien-être au travail et notamment le sport? Parce que là, on comprend bien que c'est en plus faisable parce que tes coachs, tes kinés, ta nutritionniste, ils vont dans les bureaux, ils vont chercher les gens, ils les incitent à échanger, à parler, à comprendre le bien-être, l'intérêt de tout ça. Pendant cette période du Covid où tout le monde a été complètement éclaté, enfermé chez eux, etc., comment est-ce que vous l'avez vécu, pardon? C'est vraiment une super question. Je vais te dire pourquoi. Parce que grâce au programme Santé Sport, je pense qu'on l'a mieux vécu que beaucoup de gens. Je vais expliquer pourquoi. Alors mieux, c'est pas une super période, hein. On est d'accord, hein, qu'on s'entende. Hein. Mes coachs ont tout de suite animé. Ils ont fait des vidéos. Ils ont tous les matins, il y avait des vidéos. Il y a eu des connexions, mais comme un. Donc on a continué grâce au Pro Santé, parce que on fait quoi les coachs? Même les coachs prestataires. En fait, ça a eu un double effet parce que les prestataires, on a confirmé leur contrat. Ils sont prestataires. J'aurais très bien pu dire, c'est le Covid. Ils ont par agence, on a fait des vidéos collectives par agence, et ça c'est à continuer à connecter. Et au sortir du premier confinement, nous n'avons plus jamais eu un seul heure de télétravail. Parce que la misère, excusez-moi l'expression, ou le malheur, c'était à la télé et chez les autres, et chez nous, tout était normal.
Et le coaching sportif a largement participé à ça. Ok, Wow. bonne chose, j'imagine. Ça a dû renforcer peut-être un petit peu ce qu'on appelle la marque employeur. Oui. Et le collectif. Là, en tout cas, comme tu le dis, je suis pas à la recherche, mais ça donne envie, en tout cas. Tu vois, il y a peut-être des auditeurs d'ailleurs qui, tu nous diras s'ils doivent envoyer leur CV quelque part. Voilà, tiens, Mais en tout cas, je pense que ça la renforce. C'est une conséquence, parce que ce que je dis, c'est juste la réalité. Tiens, Pénélope, je pense, voilà, typiquement, je dis ça parce qu'elle est devant nous là, mais je pense qu'on est une entreprise. D'ailleurs, quand t'as envie de faire ton stage, tu choisis une entreprise, tu as un background sport et c'est vers là que tu veux t'orienter, et tu te dis où est-ce que je vais, et tu viens dans une entreprise informatique. Sur le papier, ça fait bizarre. Mais je pense que oui, aujourd'hui, ça a renforcé la marque employeur. Il y a des gens qui viennent pour ça et ils sont pas déçus, pour le coup. et donc du coup, ça fait partie de vos critères de recrutement Non. aussi. Non. C'est une question qui se pose dans l'entretien ou bien moi, je leur faut pas être demande, sportif pour travailler chez Xefi. Moi, je leur demande si leur temps sur 10 kilomètres, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça, on est d'accord. Non, pas En dessous de 35, il y a pas. Est-ce que ça a aussi renforcé le collectif pour garder un petit peu la terminologie sportive? Oui, c'est sûr. Non, mais ça, c'est certain, ça renforce le collectif. Je pense que il faut jamais présager de rien et on n'est jamais parfait, mais je pense que la majorité des collaborateurs du groupe se sentent fiers de leur entreprise. Il y a un dernier sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne aussi. On l'a mentionné rapidement, c'est la IOTA. Ouais. Une course que tu organises, en tout cas alors tu vas nous dire, est-ce que c'est toi qui l'organise, est-ce que c'est Xefi qui l'organise? Bon, voilà, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. La IOTA, c'est quoi? YOTTA. Oui. Alors IOTA, déjà, c'est la plus grande unité de mesure de l'octet. Après le kilo. D'ailleurs, le nom des tours à la IOTA, c'est le kilo, le méga, le giga, le téra, le péta. Et après, on a l'hexa et après le iota. C'est une unité de mesure de l'octet qui est extraordinaire en termes de volume. Donc, c'est pour ça que c'est une grande course. C'est pour ça qu'on a mis iota. On est des informaticiens, on peut pas s'empêcher. Voilà. Oui, il y a le côté un peu geek qui ressort. Exactement. D'ailleurs, c'est une course gamer aussi. On l'a réfléchi gamer. On l'a pas réfléchi que challenge gamer. Alors, IOTA, c'est une organisation dans le groupe, donc ce n'est pas Xefi, mais c'est une organisation qui appartient au groupe, en effet, qui a pour but de promouvoir le sport pour tous. Et en même temps, de faire un spectacle, de faire bien, grand, fort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire bien, il faut faire grand, il faut faire fort. Voilà, quand on fait un projet, c'est comme ça. Donc, ça nous représente en tout. En tout, c'est faire bien, grand, fort et pour tous. Et quand même, avec de la compétitivité et de l'élite. Donc, on a réuni cette course qui, à la fois est, comme je le disais, gamer, à la fois challenge, à la fois accessible à tous, à la fois élitiste. C'est un sacré challenge de faire ça. Et à la fois un show. Je suis assez international dans ma façon de penser. On a, par exemple, des collaborateurs suisses. Je me régale à travailler avec eux, des Belges. Mais c'est bien d'avoir un champion potentiellement face à, alors je suis pas du tout en compétition, mais face à des grands organisateurs internationaux. Pourquoi un Français, un Européen pourrait pas faire grand? Ben voilà, déjà c'est ça. Et pour tous. Voilà, parce que Ironman c'est pas pour tous quand même, faut pas se mentir. Voilà. Et donc la IOTA, ça part de cette idée. Et alors pourquoi challenge et comment elle a été conçue? En fait, à la base, c'est pas moi, c'est mon coach. Mon coach direct qui s'appelle, son surnom c'est Goupil, Eric Villena. On s'entraîne ensemble et puis on se dit comment on se tire la bourre avec des enchaînements, 1000 mètres de natation, 8 km à pied. On a défini cette distance par le terrain. C'est-à-dire qu'au début, on avait mis 10 km, mais 10 km, comme je cours mieux que lui, je le battais. Si on met 1500 mètres, c'est lui qui me bat. Donc, on a défini 1000 mètres, 8 km. Et je peux vous dire que c'est énervant d'ailleurs. C'est à la seconde près quand on fait 2 fois ensemble 1000 mètres, 8 km. À la deuxième fois, des fois il est meilleur, des fois je suis meilleur, mais ça se joue à la seconde près. Des fois, une fois, je me souviens, j'ai dû courir à 20 km/h sur le dernier 1000 mètres pour essayer de le rattraper. J'ai perdu à 3 secondes. Donc voilà. Donc ça, c'est notre distance de prédilection à tous les deux pour se tirer la bourre. Et puis un jour sur le vélo, fin mars l'année dernière, il me dit, parce qu'on voyait, on fait des événements Xefi, donc il me dit, j'ai pensé un truc, Sacha, si on faisait un petit événement Xefi, je sais pas s'il m'a dit petit, mais il voyait un événement Xefi, voilà, il voyait un événement Xefi interne. Déjà, je réfléchis, 1000 mètres de natte, 8 km à pied, c'est beaucoup. Alors, je me souviens plus exactement de nos échanges, mais en échange, on est sur le vélo, on fait un petit parcours. Et là, je lui dis, non, mais Eric, on va pas faire comme ça. On va faire bien grand et fort, tu vas voir. Et là, il était un peu surpris parce que, et je réunis, les meilleurs, en tout cas, de mon entourage pour ce type d'événement. Gaël Ménard en directeur de course. Je savais que, il a pas eu de chance avec le Covid. Moi, en plus, j'étais associé avec lui sur une organisation de course, mais elle s'est éteinte grâce au Covid, donc il fait son coaching. Je dis, Gaël, j'ai un projet à te proposer, en tout cas en directeur de course. Donc Gaël,
Zebra Company, qui est une super boîte de marketing avec qui je bosse, du marketing international, mon équipe évidemment, une boîte de médias, Plan Média, que des gens de mon entourage dont je sais qu'ils connaissent le high level pour faire des choses. Donc je dis on va faire grand, beau, fort, accès, voilà. Et ben en un mois on bosse comme des fous. Un mois après le nom sort, tout sort. 2 mois avant l'organisation, on l'annonce. Gaël me dit c'est Vichy parce que j'ai fait l'Ironman, je connais tout le monde par cœur. Les collectivités en effet nous reçoivent tout de suite. En fait, vraiment à bras ouverts et tout de suite. Donc tout a été facile. Ok. Et puis on a avancé comme des fous. Alors juste quand même pour info, la première réunion quand je réunis tout le monde, début avril, il y a Pierre Guillermet, notre directeur marketing. Il sort de la pièce, lui il me connaît par cœur. Ici, je dis on va faire en juillet, c'est tout. Donc s'il paraissait débile en fait de faire une immense course, etc. Et il y a Zebra Company, pourtant ils me connaissent par cœur, qui lui dit Sacha, il faut que tu dises à Sacha quand même que on va faire un grand truc, mais c'est pour l'année prochaine quand même parce que faire cette année quand même en 3 mois c'est pas très raisonnable, ou 3-4 mois. Et Pierre il leur a dit non mais en fait une fois que c'est décidé, je crois que ça va être compliqué, on va faire. Et donc bref on a fait. Alors la course en elle-même c'est quoi? Pourquoi gamer, accessible à tous, élitiste, etc. D'abord, c'est la petite, la XPS. C'est 5 boucles maximum avec un départ toutes les 40 minutes. Donc chrono, pas le départ. Et pour la première boucle, si je veux, je suis pas obligé de faire les 5 boucles évidemment, parce que de toute façon, je dois être qualifié. Première boucle, je mets 40 minutes, je ne suis pas qualifié, j'ai ma médaille, la Kilo XP, pardon. C'est la Kilo XP, j'ai ma médaille de la Kilo. C'est une petite médaille, mais j'ai mérité, j'ai fait. Je mets moins de 40 minutes, je suis qualifié pour la seconde. Et là, je vais faire le deuxième tour et je peux finir le deuxième tour avec le temps que je veux et j'ai une médaille un peu plus grosse, la méga. Je mets moins de 35 minutes, je suis qualifié pour le troisième tour. Là, ça commence à être sympa. Voilà. Donc, troisième tour, pareil, je mets le temps que je veux, je finis, j'ai ma médaille. Mais je mets moins de 30 minutes, je suis qualifié pour le quatrième. Et puis, je mets moins de 25 minutes, je suis qualifié pour le cinquième. Solo ou relais? En relais, si on regarde bien les temps, 500 mètres de natation, 4 km à pied, c'est accessible à tous. J'ai plein de gens qui ils ont nagé ou été triathlètes qui ont fait 3 tours. 2-3 tours, ça se fait. C'est vraiment le challenge. Mais tout ça dans une organisation internationale à la Ironman. Enfin, là, pour le coup, je cite le confrère, mais on veut faire vivre quelque chose d'exceptionnel à des amateurs qui s'amusent et qui challenge. Donc voilà. Après, 4 tours, 5 tours, ça commence à être costaud. Juste pour raconter une anecdote, il m'en voudra pas, je le sais. Nabil, qui est un de mes commerciaux génial, Nabil, c'est le fun, bon, un gros travailleur qui cartonne, mais c'est le gars fun, qui met de l'animation, etc. Il me dit, je vais la faire. Il l'a fait en duo avec notre directeur marketing. Avec un des coachs du groupe, pardon. Il l'a fait en duo. Et il se tire la bourre avec notre directeur général et marketing, qui sont aucun n'est triathlète, On parle de monsieur tout le monde. Il est allé acheter une combinaison pour la cause, parce qu'il faisait la natation en brasse, Il est allé acheter une combinaison pour la cause à Decathlon. Il m'a appelé le samedi, il me dit Sacha, c'est normal que je ressemble à une merguez dans ma combi. Je dis oui, c'est normal, mais tu vas flotter, ça va être bien. Voilà. Donc ça vous donne un ordre d'idée et il a vécu une expérience de dingue et ils veulent tous revenir. Ça c'est pour monsieur tout le monde. Et puis l'après-midi, on a la XP, la grande course, enfin la grande. Je dis pas que l'autre elle est pas rédhibitoire, c'est autre chose, c'est fun, c'est gamer. Attention sur la solo, la petite, ceux qu'on fait 5 tours, c'est des avions de chasse parce que 5 tours ça commence à être costaud. Et la grande, là, on a eu, juste pour mettre du contexte, donc le 5e tour, il faut avoir fait moins de 20 minutes au 4e tour pour être qualifié. 20 minutes moins de 25. Quand on a 4 km de course à pied, ça veut dire qu'il faut déjà tourner les 4 km, sachant qu'il y a encore avant, il y avait 500 mètres de natation. Le challenge en fait, c'est que tu arrives au 4e tour, tu dois mettre moins de 25 minutes. Mais tu as déjà fait quand même 1005 et 12 km à pied. Donc, c'est ton 16e, c'est de 12 à 16 et de 1005 à 2000 que tu dois mettre 25. C'est pas pareil que sec, Voilà, donc, c'est surtout ça le challenge. Voilà. Et donc, voilà. Et la grande, c'est 1000 mètres de natation, 8 km à pied, mais pas départ toutes les 1h20, départ toutes les 1h. Et là, ça commence à être costaud parce que 55 minutes, 50 minutes et 45 minutes pour être qualifié au 5e. 1000 mètres de natation, 8 km à pied, c'est du lourd. Voilà. Moi, je peux pas. Moi, cette année, je vise 4 tours. Ça, c'est totalement jouable. 5 tours, je suis limite. Ça passera pas. Voilà. Parce que là, quand on arrive au 4e tour, imaginez, on a déjà 24 bornes à pied, 3000 mètres de natte. On va faire le 4 millième, enfin, le 4e kilomètre en natte et du 24 au 32e à pied et tout ça en moins de 45 minutes.
Ça commence à être du lourd. Voilà. Donc et du coup c'est pas mal parce que alors sur la grande on a quand même mis 2 inscriptions où tu fais la Yota XP ou tu fais la Yota Elite. C'est de façon à ne pas pour être clair, c'est-à-dire qu'on fasse un classement des 3 premières boucles pour parce que les triathlètes majoritairement seront dans les 3 tours. 4-5 tours c'est déjà du costaud. Voilà. Donc on part tous en même temps par contre. Mais on a fait la XP Elite. Donc ces gamers, alors il y a un truc qui est pas mal, c'est que les meilleurs finissent à la fin. Et les meilleurs, c'est un spectacle comme ça tourne. Et on voit 5 fois partir les champions. Et je pense que nos pros, nos champions, il y avait Pierre Lecor, il y avait Margot Garbedjan, il y avait Manon Jeunet, il y avait évidemment il va me tuer parce qu'en plus je l'accompagne. Denis Chevreau, il y avait William Ménesson, enfin plein. Je suis désolé quand on cite des noms, on oublie ceux qu'on cite pas. Voilà. Donc bref, mais du coup ils se sont tirés la bourre, ils ont adoré, ils reviennent pratiquement tous. Et ce qui est sympa, c'est que je pense qu'ils ont aimé aussi, c'est que tout le monde est là pour les voir parce que c'est les amateurs qui finissent avant et qui deviennent spectateurs. Donc il y a un vrai show, il y a le cut. Vous voyez le cut, il y en a qui se jettent sur la ligne pour passer au tour suivant. Enfin c'est super chouette. Donc c'est gamer. Excellent. Et ça, du coup, c'est à Vichy. Vous avez fait combien d'éditions là pour l'instant? C'est la 2e Vichy. La première, c'est l'an dernier, comme ça, en 3 mois. Et là, c'est Vichy, ça va être la 2e, et on espère beaucoup de monde là. Ok. Et c'est quoi la date? 22 et 23 juillet. 22 et 23 juillet. Eh ben écoute, c'est noté dans les agendas. Ok. Et ça reste une fois par an. Oui. Ou bien il y a une volonté de faire davantage de manches, de le faire dans d'autres endroits aussi peut-être, un peu à l'Ironman par exemple. Il y a une volonté à l'Ironman. Il y a une volonté. Simplement, il faut d'abord prouver. Prouver, c'est avoir plus de 1500 personnes au départ. Quand on aura 1500. Vous en avez eu combien l'année passée? 220. Mais 220, dont une vingtaine de pros, 19. Mais attention, on l'avait annoncé 2 mois avant. Hein. Ça sortait de nulle part. C'est pas mal. Oui, voilà. Ça sortait de nulle part cette course. Hein. Surtout que c'est quand même un format qui est assez inhabituel. Oui. Donc c'est-à-dire que un triathlète, qui fait un triathlon en plus, à la limite c'est une chose, mais là ça te demande en termes d'entraînement, tu vois. Enfin, si c'est à caser dans un plan d'entraînement, on va dire, c'est peut-être un peu plus difficile aussi. Donc complètement. Il y a 2 choses en fait. Il y a le triathlète, tu as raison. Ça lui demande à le caser dans un plan d'entraînement. Ça c'est une chose. Et il y a Monsieur Tout le Monde qui n'a pas compris que ça pouvait être fait pour lui. Moi, ça me va, Sacha. On raccroche. J'envoie ma candidature pour bosser chez toi et puis je viens faire la Yota cet été. Avec plaisir. On a 100 postes à pourvoir. Sacha, on est presque à la fin du temps qui nous était imparti. On termine toujours nos podcasts en posant une question à notre invité qui est en lien avec le nom de ce podcast, qui est comment devenir triathlète. Mais alors pour toi, on va la pimper un peu. Comment devenir un Yota triathlète? Je crois qu'il faut pas se faire peur, faut le goûter. Quand on l'a goûté une fois, je crois qu'on peut pas revenir en arrière. Voilà. Il faut venir parce que c'est vraiment Yota. En plus, contrairement à un triathlon de type Ironman, c'est accessible à tous. Donc c'est un show. Faut venir goûter à ça. Faut venir goûter à ça. C'est accessible à tous. 500 mètres de natation, 4 km. Faut pas avoir peur de ne faire qu'un tour au cas où. Et faut venir. Faut le faire. C'est une expérience à vivre. Donc si vous vivez l'expérience Yota, vous deviendrez mécaniquement Yotaman. Ou Yota Woman, on est d'accord. Yota Woman, oui, Yota Woman. Mais Yota passionné en tout cas. Où est-ce qu'on retrouve des infos sur la course? Où est-ce qu'on s'inscrit? Où est-ce qu'éventuellement on rentre en contact avec des membres de l'équipe si on veut en savoir encore plus? yotaxp.com. Sinon Instagram, on a Stéphane qui est ici présent là devant moi, qui est responsable de la com et il répond à tout le monde sur Instagram tout le temps. Super. Eh ben écoute, Sacha, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, pour tous ces échanges. Je pense que si on avait eu 2 heures de plus, on aurait pu encore plus s'étendre. Mais bon, il faut tous qu'on retourne bosser et s'entraîner. On te donne, j'espère qu'on se croisera un de ces 4 sur une course Yota ou autre, ou sur un autre parcours d'entraînement. On te souhaite une bonne continuation. Puis Olivier, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le plus grand plaisir de nos auditeurs. Yes, exactement. Merci à toi, Sacha. Parcours super inspirant, évidemment, et je crois que ça semet quelques graines, en tout cas quelques idées chez pas mal de gens, qu'on soit entrepreneurs, employés ou athlètes. Donc voilà. On continuera à suivre ça et puis on se donne peut-être rendez-vous pour la prochaine Yota du coup le 22-23 juillet. Eh ben merci à vous et merci pour votre passion. Elle se transmet aussi. Merci. Merci. Salut à tous, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.